Et un mec qui venait me voir, qui me dit, Frédéric, ça a l'air super intéressant ton truc. Tu viens chez moi, il faut que je licencie 2000 personnes. Et je dis, écoute, moi, je suis pas là pour virer les gens. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas virer les gens, et ensuite, quand tu auras besoin de monde pour faire plus, là, je pourrai te venir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints pour ce 4e épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Adolphe. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, avant que tu te présentes, comme on fait ça de manière assez classique, j'aimerais te poser une question que j'adore poser à mes invités, c'est comment ça va ? Comment ça va vraiment ? Parce qu'on se le demande souvent, mais on ne le pense pas vraiment. Comment ça va aujourd'hui ? Moi, ça va très bien. Journée chargée. Mais c'est bien que tu dises vraiment, parce que quand on demande comment ça va aux gens, on leur pose la question 5 fois. Et en général, au bout de la 5e fois, il y a la vraie réponse. Ah, c'est pas mal ça. C'est une pratique que tu utilises du coup quand tu fais de... Chez mes clients, c'est les 5 pourquoi, oui, c'est les 5 pourquoi. Ah, j'adore. Tu vois, c'est vrai qu'inconsciemment, je pense que c'est pour ça que je le faisais. Ouais, c'est important. On se laisse pas le temps, tu vois, d'aller au fond des choses. C'est des 5 pourquoi. Tu peux rappeler ce que c'est un peu la méthode des 5 pourquoi d'ailleurs? Elle est géniale cette méthode. C'est vraiment tout simple. Tu poses 5 fois la question à une personne. Tu dis pourquoi. 5 fois. Ok. Et ça te sert à quoi ça du coup? Ce qu'on appelle, nous, dans l'émission, c'est avoir la cause racine de la chose, la vraie raison. D'accord, ok, ouais. C'est vraiment... Le premier pourquoi, en général, c'est pour être gentil et... Un peu comme le salut, ça va, quoi. Oui, puis la réponse est souvent une politiquement correcte au début, puis au bout du 5e pourquoi, tu as la vraie raison. Je vais commencer mes émissions, du coup, en demandant 5 fois ça va. Voilà, comment ça va? Comment ça va? Toi, tu as dit comment ça va vraiment. Après, tu pourrais demander comment ça va 5 fois. Ce serait pareil. Ce serait pas mal. Du coup, Frédéric, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Du coup, tu as le droit maintenant de te présenter. Donc Frédéric, moi j'ai presque 50 ans, je suis presque un vieux. Donc ça fait 25 ans que je travaille. Et ça fait 20 ans que je travaille dans l'amélioration de la performance. Dans les usines. J'ai commencé dans les usines. Ouais. J'ai appris dans les usines pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai fait ça pour des fonctions support, en support de la production dans les usines. Et c'est quelque chose qui a un peu le vent en poupe, parce qu'on s'est rendu compte que les usines sont très performantes. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose dans les fonctions support. Donc, quand je dis fonctions support, c'est comptabilité, ressources humaines, RH, etc. Ok. Et du coup, c'est intéressant ce parallèle. En fait, du coup, c'est ton expérience dans les usines, sur ce que tu as vu sur des lignes de production, que tu transfères au métier support. Le métier support t'englobe aussi tout ce qui est logistique, préparation de commandes, ce genre de choses. Ça, en fait, c'est très proche de l'usine quand même. Ouais, quand je te parle de fonction support, c'est un centre de services partagés comptable. Ça, c'est une usine à facture. Ok, génial ça. Un centre d'appel SAV, c'est une usine à appel. Donc les parallèles sont très très nombreux. C'est vrai, il y a pas longtemps, j'avais un parallèle avec un consultant qui nous disait que du coup ma mémoire me fait des tours, je sais plus si c'était sur podcast, c'était pas sur ce podcast non, que j'avais au téléphone et qui me disait qu'il voulait faire du Lean chez Cultura. D'accord. Et du coup, il m'a dit, au final, c'est vrai que si on prend un magasin, c'est un peu comme une grosse usine. En fait, les machines, c'est tes rayons, c'est tes machines à produire de l'argent. Et si elles sont vides, tu produis pas d'argent, tu produis pas de valeur. Et du coup, toi, tu transposes ça. Du coup, aujourd'hui, vous faites chez l'innovation, vous faites principalement que les métiers support en termes de ligne. Ça dépend. Disons que dans l'industrie, dans les usines, il y a beaucoup de gens
qui sont des ex de ces sociétés-là. Je prends les exemples chez Renault, chez PSA, qui se mettent à leur compte et qui font des missions en indépendant qu'ils faisaient avant pour le groupe. Ok. Donc c'est un marché qui est assez pris pour les consultants. Et donc par contre dans les fonctions support, comme c'est quelque chose de très nouveau, il y a beaucoup plus d'opportunités que dans les usines. Ok. Et du coup c'est les missions que tu as fait au tout début dans les usines, c'est quoi les grands principes déjà, quand est-ce que tu as découvert toi l'amélioration continue? Moi, j'ai fait ça en 2000. Ma première mission, c'était dans les usines qui faisaient du matériel roulant. Donc c'était Alstom, pour pas le dire. En 2003, ils ont mis en place leur système de production. Il s'appelait APSYS, Alstom Production System. Donc c'est le système de production à base d'outils Lean. Donc on avait identifié une 50aine d'outils Lean. Et l'idée, c'est que tout le monde sache un peu de quoi il s'agissait. Et on a mis en place le système de production à base d'outils Lean. Dans ce podcast, on adore parler des échecs. Parce que moi, je trouve que c'est là où on apprend le plus de choses. Dans cette expérience en 2003 chez Alstom, tu me dis 50 outils Lean, il y a forcément quelque chose qui n'a pas dû marcher, qui a été un fail total. C'était quoi le plus gros fail, le plus gros raté que tu as vécu, toi, dans cette expérience et qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, moi, ce que j'ai appris, comme c'était la première fois, ça m'a appris pas mal de choses. J'ai appris tous les outils que je ne connaissais pas. Ça m'a appris une chose essentielle, c'est que quand les directeurs d'usine sont pas impliqués dans la démarche en question, donc l'amélioration continue, ça marche pas. Donc, quand tu vas voir un directeur d'usine et qu'il te dit, ah oui, très bien, oui, performance, amélioration continue. Bien sûr, faire plus de chiffres, pas de souci. Va voir mon directeur de prod, il va te montrer comment ça marche. Et je dis, non, monsieur, c'est pas comme ça. Si vous ne savez pas comment ça marche, comment voulez-vous que les gens s'améliorent? Donc, il faut que le directeur d'usine descende dans l'usine et qu'il sache exactement quels sont les problèmes. Ça me fait penser, j'ai voulu lancer un mouvement la dernière fois dans le dernier podcast. Je pense qu'on va vraiment le lancer. On veut lancer le mouvement directeur responsable, descendez les escaliers. Ouais. Tu sais, il y a toujours ces escaliers là dans les usines. Et on a exactement, en colimaçon. En colimaçon. Ouais, en colimaçon. Ouais, c'est dans toutes les formes d'ailleurs. Hein, moi, j'en ai vu. Ils sont hyper inventifs dans les escaliers. Mais ouais, faut descendre ces escaliers, quoi. C'est fou, ça. Et donc, du coup, c'était un des plus gros échecs, un des échecs notamment que tu as vu sur le Lean dans tes débuts. C'était le début, donc oui, c'était l'échec, c'était le gros échec parce qu'il y a beaucoup de gens qui adhéraient pas forcément et ils adhéraient pas parce qu'en fait, leur patron ne participait pas. Donc, il faut que le patron montre l'exemple. Parce que tout vient du chef, en fait. Donc, si le chef descend pas, pourquoi eux, ils s'ennuieraient à changer? Et montrer l'exemple, comment ça veut dire quoi concrètement? Ça se concrétisait comment, tu vois, dans la journée de tous les jours? Tu parles de moi ou du directeur de production? Du directeur de prod qui doit montrer l'exemple. Pour toi, c'est quoi les actes qui concrétisent ça? Les actes, il faut qu'ils sachent il faut qu'ils connaissent toutes ces équipes par leur prénom. Il faut qu'ils sachent quels sont leurs problèmes. Quand ils remontent un point, il faut qu'ils les écoutent et qu'ils disent pas non, mais ça c'est parce que tu as mal travaillé. D'accord, ok. Donc il faut qu'ils prennent en compte les remarques de chacun. Alors après, bien sûr, le directeur, c'est pas toujours le cas, mais je pense qu'un directeur qui tous les matins descend dans l'usine, passe 5, 10, 15 minutes à dire bonjour à tout le monde, il va peut-être perdre du temps, mais il va y gagner à la fin, c'est évident. Ouais, ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bon conseil bien actionnable. C'est le matin de dire bonjour aux gens. C'est pas ces 5 minutes qui vont changer votre journée, quoi. Ah non, pas du tout. Et si tu prends les exemples des gens dans les usines Toyota à Valenciennes, ouais. Le directeur, il passe tous les jours, il s'astreint à passer entre 15 et 20 minutes tous les jours à voir tout le monde. C'est évident. Hein. En même temps, c'est vrai que quand tu le dis, ça paraît logique, mais venant aussi du monde industriel, on se rend compte que très vite, on perd ses réflexes, on est dans notre quotidien, on est focalisé production, on n'a pas envie finalement aussi, mettons, de venir descendre dans l'usine et couper les gens dans leur travail. C'est pas agréable, tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même moi j'appelle ça, il y a un tempo dans l'usine, tu sais, un peu comme dans le film Le Loup de Wall Street, tu vois, il
il y a un tempo et on n'a pas envie de casser ce tempo. Personne n'a envie d'être la personne qui qui a coupé le tempo de production, quoi. Donc tu vois, je me mets à la place d'un directeur de production. C'est pas facile finalement de se réapproprier ce lieu qu'est l'usine, quoi, qu'est le shop floor, comme on dit. Après, je pense que les gens dans l'usine, c'est plus comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Ils travaillaient comme des fous, sans arrêter. Une personne dans une usine, elle surveille des automates, des machines, donc il a le temps de parler avec son directeur d'usine. Il surveille avec un œil, mais il a le temps, à mon avis. Ouais, donc en fait, finalement, et puis c'est vrai que si quelqu'un est occupé, on n'est pas obligé de le couper. On peut dire bonjour de loin, mais exactement. Ça vaut quand même le coup de. Toi, ce que tu dis, c'est descendez et au moins faites un tour, dites bonjour, quoi. Exactement. Et puis faites un peu semblant d'être intéressé quand même. Faut pas faire semblant, mais c'est un peu comme si, quoi. Parce que je pense que c'est important pour les gens dans l'usine de voir qu'on s'intéresse à eux et que c'est pas juste des pions qui sont là et qui travaillent et qu'on sait même pas ce qu'ils font, en fait. C'est clair. Moi, dans le premier épisode, Gaëtan nous a dit le lean à la base, c'est quand même c'est quoi le principe du lean à la base? C'est de dire que les opérateurs et les opératrices, eux aussi, ils ont un cerveau et ils peuvent avoir des bonnes idées. Et du coup, c'est clair que si on va pas à la chasse à ces bonnes idées, finalement, on ne les entendra jamais parler, quoi. C'est plus compliqué. C'est clair qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même vachement plus dur pour un opérateur de monter dans le bureau de son directeur tout seul que pour le directeur d'aller descendre et se balader dans l'usine, quoi, finalement. Exactement. Et tu me disais qu'au premier podcast, qui c'est qui disait ça, qu'ils ont aussi des bonnes idées? Gaëtan Mailleux, c'est dans le premier podcast, ouais. Écoute, tu vois, je dirais même plus loin, c'est que moi, je dirais que les bonnes idées viennent du terrain. Est-ce qu'on serait pas un peu plus dogmatique que ça et qu'on dirait les bonnes idées ne viennent que du terrain? On pourrait presque le croire, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut pas le dire, mais il faut prendre les bonnes idées qui viennent du terrain en gardant le cadre venant d'en haut. Mais les idées sur la prône, ça vient du terrain, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est assez similaire là. Depuis plusieurs podcasts, on a cette redondance sur le fait de la direction doit être impliquée. En fait, l'amélioration continue, le lean, c'est d'abord la direction qui pousse et qui se remet en cause. Exactement. Mais en fait, elle se remet en cause, j'ai l'impression finalement, pour écouter ce que le terrain a toujours voulu lui dire, quoi. Oui, puis surtout, je pense que dans les démarches, il faut être clair dès le départ, en disant aux gens, allez-y, dites ce que vous avez sur le cœur, et qu'il y aura pas de blâme, pas de sanction. Dites ce qui va pas. Soyez ouverts, dites tout. C'est dur ça en France. Après, on peut voir ce qu'on en fait, mais dites tout. Et c'est pas parce que tu as dit quelque chose de mal que tu vas être sanctionné, surtout pas. Et comment tu fais, toi? Tu vois, ça c'est... Moi, j'adore ces phrases-là et j'adhère à 100%. Tu vois, genre, c'est ce que je pratique aussi dans mon entreprise et j'imagine toi aussi. Mais comment tu fais concrètement pour expliquer ça et être garant de ça? Tu vois, genre, c'est facile de le dire, mais c'est quoi, tu vois, peut-être les écueils de ce penchant-là, quoi? Comment tu prépares une équipe à dire bon, ben voilà, maintenant on va tous dire et il y aura pas de représailles? Alors c'est assez facile en fait. Ce que je fais, c'est que je fais une réunion de lancement où je veux que les directeurs ou les responsables ne soient pas dans la salle. Ok. Donc c'est que les opérateurs qui sont dans la salle et qui me disent qu'ils ont sur le cœur à moi. Parce que je me suis rendu compte au début quand j'ai commencé, je mettais tout le monde dans la même salle, donc les opérateurs, les patrons, les grands patrons, et puis il n'y a rien qui en sortait. Mais alors rien du tout. Parce que les opérateurs avaient peur de parler. Ils avaient peur de la sanction. Ouais. Et si tu dis non, mais ce qu'on va te dire aujourd'hui, là, ça restera entre nous. Et il faut que ça reste entre nous. Bah, ça marche. Et après, je peux dire au directeur, voilà ce qui marche pas dans votre société. Mais je vous dirai pas qu'il a dit. Exactement. Et le directeur, finalement, ça lui permet de prendre conscience en enlevant l'affectif de OK, il y a un problème. Si jamais on parle, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ok, ça c'est intéressant ça. Et du coup, en continuant sur cette première expérience Alstom, ok, donc les directeurs qui s'impliquent pas, classique, les erreurs du début, d'autres écueils comme ça, 50 outils lignes d'un coup, j'imagine ça se fait sur plusieurs années.
Ouais, Sacré chantier quand même. c'est une mission qui a duré sur 5 ans. Nous, on y a été pendant 5 ans. Donc, c'était long, c'était très long. Alors, tu vois, souvent, en fait, les missions Lean, c'est des missions avec des résultats très rapides. Donc, tu commences par les outils qui te permettent de gagner rapidement quelque chose, mais Pour après... montrer aux opérateurs que c'est possible. Exactement. Et pas qu'aux opérateurs, aux directeurs aussi. Oui, c'est Il vrai. faut montrer aux deux. Faut oublier, ouais. Et pour les opérateurs en général, là où ils y gagnent, c'est qu'on améliore leurs conditions de travail. Donc, tu améliores les conditions de travail des gens dans l'usine, et le patron, lui, il gagne plus d'argent. Donc, globalement, tout le monde devrait être content. C'est clair. c'est tellement évident, c'est difficile à prêcher des fois à expliquer. Et du coup, dans cette mission qui durait longtemps, ça a été quoi les autres écueils, finalement, les autres erreurs que vous avez faites? Je sais pas s'il y en a d'autres. On peut parler peut-être des succès plutôt. Vas-y, des succès. D'autres projets. Non, mais je sais pas. Moi j'aime bien. Tu m'avais demandé l'autre fois, c'est quoi le Lean? Ouais. Pour moi, j'ai trouvé une bonne phrase en y réfléchissant. C'est réaliser des performances maximales d'un point de vue client. Donc client, c'est très important dans le Lean. Client, il peut être interne ou externe. Interne ou externe. Avec des processus excellents réalisés par des personnes normales, tout en améliorant les conditions de travail. Ça, c'est ma définition à moi de ce que c'est que le Lean. Et là où d'autres réalisent des performances normales avec des processus déficients réalisés par des personnes excellentes. C'est pas mal quand on la met dans l'autre sens du coup. Ah oui. Elle prend un peu plus de volume cette phrase. Et ce que dit la première phrase surtout, c'est que tout le monde peut le faire, c'est simple. Tout le monde peut le faire. T'as pas besoin de prendre un génie pour l'améliorer. Tout le monde peut participer. Tout le monde met sa brique pour l'amélioration continue. C'est ça qui est pas mal avec le Lean quand même, avec l'amélioration continue. C'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast, quelque chose qui a l'air réservé aux dieux, ou réservé, disons, à une élite, à peu de monde. Tu vois, c'est Toyota, c'est les grosses usines. Et en fait, finalement, le Lean, déjà, c'est un peu de bon sens, quoi. C'est un peu un retour au bon sens paysan, j'ai l'impression. Je sais pas si tu utilises ces expressions. C'est surtout du bon sens, Arnaud. C'est surtout du bon sens. Et c'est là où je pense un peu le Lean avec le Six Sigma. Parce qu'on parle de démarche Lean Six Sigma, en pensant que c'est la même chose. Mais en fait, les gens qui font des Six Sigma, c'est un peu des gens très intelligents qui font des statistiques. Et ça, c'est souvent pas accessible à des gens sur le terrain dans une usine. Donc les gens qui font des Six Sigma, en fait, c'est des ingénieurs dans des bureaux, quoi. Ouais. Et le Lean, c'est pas ça du tout. Le Lean, c'est du terrain. Du terrain, des petites améliorations simples. Donc c'est exactement ce que tu dis, Arnaud, le bon sens paysan. Et tu voulais parler de réussite, du coup? Alors, raconte-nous tes plus belles réussites Lean en usine. Tu sais, les moments où tu te dis, putain, c'est pour ça que je fais ça. Écoute, moi, j'ai fait une mission en 2008-2009. C'était dans une usine de maintenance de train. Ok. Tu peux voir qui c'est. Et en fait, c'était suite à la fusion de 2 sites où on fermait un site. Et un site qui était fermé. Et moi, j'allais dans le site qui est resté ouvert pour absorber la charge de travail du site qui avait été fermé. Et donc, augmentation des cadences très, très forte. Et quand je suis arrivé, les syndicats ne voulaient pas me laisser rentrer. Les mecs de la CGT étaient devant l'entrée avec leur drapeau. Mais tu rentres pas. Tu rentres pas parce que Lean égale licenciement. Lean égale licenciement. Ça, c'est encore un préjugé qu'il faut tuer, ça. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est pour ça que, même actuellement, j'évite de parler de Lean. Je parle d'amélioration de la performance, je parle d'efficacité opérationnelle, d'amélioration continue, pourquoi pas. Il y a plein de mots qu'on utilise parce que le Lean a une mauvaise connotation. Et en fait, parce que les gens, pour eux, ils pensent que le Lean égale licenciement. C'est fou, tu sais, c'est comme nos boutons. Au début, les clients, ils pensaient que ça allait licencier des gens. Et ben, dans 3/4 des cas, déjà, nos boutons n'ont jamais licencié personne. Ah oui. Ça, c'est clair. Et dans 3/4 des cas, nos boutons, ils montrent quoi? Ils montrent qu'il faut embaucher quelqu'un à la maintenance,
à la prod, sur une machine, sur du support. Ils montrent souvent qu'il manque en fait, et c'est souvent les fonctions support, magasin, maintenance, ce genre logistique, ce genre de choses. Mais ils montrent à chaque fois qu'il faut embaucher des gens, et c'est un peu ça le lean. Le lean, c'est comprendre où on a des faiblesses pour aller produire plus, et souvent, produire plus veut dire mettre plus de gens aussi pour que la machine tourne mieux. Ouais, pas forcément. En fait, c'est faire plus avec moins le lean en général, parce que tu te rends compte quand tu fais du lean qu'il y a plein de gaspillage dans tes activités. Ce qu'on appelle gaspillage, c'est ce que j'appelle moi des activités à non-valeur ajoutée. Et tu te rends compte que dans les processus quand tu les adresses, il y a 80% du temps en moyenne qui sont de la non-valeur ajoutée. Les non-valeur ajoutée, ou en anglais on dit les waste, c'est les set waste. C'est énorme, tu as 80% du temps de ta journée, il est à non-valeur ajoutée quand tu travailles dans une usine. Non, c'est 80% du temps sur un processus. Tu prends une pièce, tu la transformes pour faire le produit fini. Ouais. Bah le temps que tu passes oui, d'accord, pardon, de cette pièce, il y a 80% de ce temps où cette pièce, elle n'évolue pas. Alors après, l'opérateur, il commence par cette pièce, puis il passe à une autre, il passe à une autre, il passe à une autre. Lui, il bosse tout le temps. Oui. Donc quand je te parlais de temps perdu, c'est pas l'opérateur, c'est le processus de A à Z. Le temps le stockage, le chargement, préparation du programme. Et le lead time qu'on appelle ça en anglais, le lead time ou le temps d'écoulement. Donc 80% du temps, ensuite tu te dis que tu regardes ce qui est facilement supprimable en non-valeur ajoutée, et tu peux réduire facilement 50% de non-valeur ajoutée. Tu as des choses qui sont obligatoires, hein. Et ça, c'est un enregistrement légal, etc. Ça, tu dois le faire parce que par contre, il y a des choses qui sont redondantes ou qui ne servent plus à rien parce que ça a changé, mais celles-là, tu peux les supprimer facilement. Donc tu gagnes à 50% de 80%, ça veut dire que tu gagnes 40% sans investir, et en libérant de la charge de travail. Donc tu gagnes du temps et des ressources. Et finalement, les gens, ils peuvent produire plus. Ils ont plus de temps, quoi. C'est le travail est plus agréable, quoi. Ils produisent plus avec des meilleures conditions de travail. Donc, pour revenir à l'histoire des syndicats, là, dans l'usine de maintenance, donc, j'y ai passé quand même presque un an, hein. Au début, c'était un peu chaud. Bon, après, on est parti, on est revenu. Mais quand je suis parti de cette usine, les syndicats, ils m'ont remercié quand je suis parti. Ça fait plaisir, ça. Parce que, avant, ils venaient la peur au ventre pour aller bosser le matin. Et là, ils étaient contents de venir travailler parce qu'on les pressait pas comme des citrons. Et pourtant, la performance du site était bien supérieure à ce qu'elle était au début. Non, mais ça, c'est sûr, hein. Bonheur rime avec performance, hein. Il y a aucun doute là-dessus. J'ai même pas envie de l'expliquer ou de le défendre. Il y a trop d'exemples qui prouvent ça, quoi. Et du coup, ça a été quoi dans cette usine-là? C'est des conditions syndicales assez dures, le climat social assez compliqué. Et du coup, ça a été quoi les meilleures réussites, du coup, en termes de processus? Qu'est-ce qui a été le plus fou, en fait, à voir ou à mettre en place? C'était assez simple, c'était les processus standards. Par contre, ce qui était surtout très très plaisant, c'est que les gens se sont rendus compte que le lean, c'est pas licencier des gens. Et c'est surtout ça qui était très très plaisant. Et moi, qui suis un gars qui défend le lean depuis des années, quand tu ressors de là-dedans et que le patron des syndicats te dit « Mais Frédéric, merci de nous avoir aidés à rendre compétitif notre site maintenant », c'est très très plaisant, quoi. Lui-même qui quasiment t'empêchait de rentrer dans l'usine. Ah, mais c'est sûr que c'était lui, pas quasiment, quoi. Arnaud. S'il avait une Kalachnikov, je pense qu'il m'aurait tiré dessus, ce gars-là. C'est un peu finalement moi pour ça que je fais ça aussi, parce que j'imagine que c'est pareil pour toi. En fait, c'est avant tout des histoires d'hommes avec un grand H, quoi. C'est du changement. En fait, on parle de processus, on parle de value stream mapping, on parle de plein de choses, mais en fait, c'est les hommes qu'on vient agir sur les hommes. On vient les écouter, on vient les laisser s'exprimer. Et du coup, après, il en sort, forcément. Quand on donne le pouvoir aux gens de retravailler leur espace, généralement, ils en font quelque chose de beau. Mais c'est que ça. Non, mais tu sais que les outils Lean, ça a des noms un peu barbares. Mais quelle est la finalité de tous ces outils? Que les gens se rendent compte que ça dysfonctionne. C'est uniquement ça.
Parce que les gens, ils sont de très bonne volonté, ils travaillent comme des dingues, mais ils se rendent pas compte qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien. Et toi, tu viens avec une vision externe, tu viens avec des outils Lean, et là, tu bosses avec eux, tu fais des ateliers, et ils se rendent compte, ah oui, finalement, il y a peut-être ça qui sert à rien, parce que ça a changé, ça c'est redondant, avant j'imprimais un papier pour une imprimante, ah bah il n'y a plus besoin maintenant, voilà, ce genre de choses. Ouais, ça c'est moi j'adore, mais je trouve que c'est quand même compliqué parce que des fois, tu sais, ça fait partie du métier. Et on dit oui, ok, l'action n'a pas de valeur ajoutée, mais on l'a toujours fait. Ça fait partie du métier de fraiseur, de ce que tu veux, quoi. Et donc du coup, c'est quand même long d'arriver à sortir dans la tête des gens que ça a pas de valeur. Après, c'est sûr que si jamais c'est des tâches. Bah, c'est quoi la valeur, Arnaud, pour toi? C'est bien ça. C'est une bonne question. C'est la première question qu'on me pose en fait quand je vais chez un client. Mais c'est quoi la valeur? Parce que moi, tout ce que je fais, c'est de la valeur. Hein. Moi, je me mets à la place j'essaye, de me mettre à la place d'un opérateur et je me dis la valeur, c'est le temps que je passe à travailler. Je pense que c'est comme ça que c'est perçu au début, en tout cas, avant que sûrement toi t'arrives ou avant que le lean commence à s'infuser. Et après, la vraie valeur, sinon, moi, ma définition, la vraie valeur, c'est le temps que je passe à produire, un peu comme le TRS, tu sais, des pièces bonnes. Et si jamais je produis pas des pièces bonnes, moi, je le vois, c'est comme dans ma journée, si jamais je vais pas chercher des nouveaux clients, je génère pas de valeur, tu vois. Là, par exemple, en enregistrant ce podcast, je génère pas de la valeur directement. C'est un investissement que je fais sur le long terme, quoi. Bah, je suis pas sûr, Arnaud, parce que pour moi, la valeur, c'est pas ça. Hein. Pour moi, la valeur, c'est ce pourquoi un client est prêt à payer. Okay, qu'il soit interne ou externe. Ok. Donc en fait, il faut que tu dises aux opérateurs dans l'usine ou pas dans l'usine, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, quelqu'un est prêt à payer pour ça? C'est pas mal comme définition, ça j'aime bien. Et dans ce cas-là, tu le remets pas en cause lui, tu remets en cause le processus qu'il applique. D'accord, mais c'est comme ça que tu arrives à. Exactement. C'est cool. C'est bien comme outil ça, tu vois. La dernière fois, j'arrivais pas à trouver l'outil. On en parlait dans je sais plus quel podcast. Et là, du coup, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, c'est ça. C'est ce que tu disais au début. On n'est pas là pour trouver des coupables. Justement, on est là pour sortir l'affect. Exactement. On est tous là pour la même chose, pour que l'usine tourne, pour produire de la valeur. Et la valeur, on la produit pour qui? On la produit pour le client qui paye. Qu'est-ce que le client il est prêt à payer pour ça? Le client, alors s'il est externe, il paye avec de l'argent, mais tu es dans une entreprise, dans un service comptable, le client, c'est celui à qui tu fais ta déclaration comptable, par exemple. C'est pareil. Il faut qu'il soit satisfait. Et donc, ce qui marche bien dans Lean au début, pour apprendre aux gens ce que c'est faire un value stream mapping. C'est faire une analyse des flux de valeur. Ouais. Donc, déjà comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà, tu prends une pièce ou un processus informatique, par exemple. Tu regardes toutes les étapes et tu dis, voilà, tu mesures le temps, ça c'est valeur, ça c'est pas valeur. Et c'est là que tu te rends compte que tu as 80 à 90, voire 95% de non-valeur. Et c'est pas les gens qui le font qui sont remis en cause. Et donc là, ils adhèrent à la démarche. Et ils trouvent des idées du type, ah oui, mais là, ce que je fais là, ça, c'est quelque chose, je le fais au début, mais l'autre, il refait la même chose. Alors pourquoi on le fait deux fois? Ah ben là, ce truc-là, il sert plus à rien. Ah ben oui. Donc c'est comme ça qu'ils adhèrent à la démarche. Ça c'est bien. Pour découvrir le Lean, le value stream mapping, c'est l'outil idéal. Ok. Value stream mapping, entre guillemets, c'est j'écris les processus, qu'on va dire, de fabrication, toutes les étapes nécessaires pour aller d'une pièce brute à une pièce finie, quoi. Exactement, toutes les étapes. Chacune des étapes, donc a priori dans une usine, chaque opérateur a une étape. Au minimum. Ensuite, quand une étape A est finie, est-ce que l'étape B commence tout de suite? Est-ce qu'il faut une autre pièce pour compléter, pour faire l'étape B? Mais ça, tu peux le faire aussi bien en usine que dans un service support. Une déclaration comptable, tu as l'étape 1, l'étape 2, 3, 4, 5. Pareil, tu fais exactement la même chose. C'est pour ça que je te dis que les principes industriels d'usine s'appliquent facilement à des fonctions support. Non mais ça, j'en suis convaincu aussi. Hein. Tu sais que on parle beaucoup de Lean dans tous les métiers tertiaires, de Agile aussi. Mais l'origine de ça, c'est Toyota et c'est les usines. Hein. Et oui. Les usines qui ont démarré ça en premier. Est-ce que tu aurais un coup de gueule à passer sur le Lean, sur les usines, tout ça?
J'ai pas un coup de gueule sur les usines, sur le lean, j'ai un coup de gueule sur l'industrie en général. Ah, yes. J'ai un coup de gueule parce que, tu vois, ma fille, elle a 17 ans, là, elle commence à s'orienter. Ouais. Et bon, ma femme, elle est dans l'industrie, moi aussi, donc bien sûr, elle veut faire de l'industrie. Mais quand elle parle de ça à l'école, ils lui disent tous, mais t'es folle, ça pollue, il détruit la planète, ça me rend dingue. Et donc, on est en train d'assimiler l'industrie avec pollution et destruction de la planète, quoi. Et les jeunes, franchement, il y en a très très peu qui le bossent dans l'industrie. Et pour de mauvaises raisons. C'est vrai que c'est moins sexy qu'avant. Je sais pas, parce que moi je pense que l'industrie, ça a toujours été en pointe, quoi. Et ça le sera toujours, je pense. C'est surtout que je partage le point de vue de défendre que si jamais on fait pas d'industrie en France, c'est là où ça va polluer. Parce que du coup, tout le transport, la délocalisation, au contraire, il vaut mieux que l'industrie soit le plus locale possible, qu'on produise près de là où on consomme. Ça réduira énormément du coup tous les effets négatifs sur le climat. Et puis le lean, ce que tu disais au début, c'est quand même l'idée, c'est d'éviter les gaspillages. Donc, qui dit éviter les gaspillages dit consommer moins de ressources. C'est moins nocif pour la planète du coup. Exactement. Les Anglais disent consommer le moins de ressources pour donner la valeur maximale au client. Après, on peut se dire ressources et les personnels, donc on va les vire, pour ce plus de valeur. Mais ça, en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris que le lean, c'est pas virer les gens. Tu sais, moi, je crois que c'était en 2010, je travaillais pour un gros cabinet de conseil et j'avais fait un petit déjeuner sur le lean comme on fait là, avec un espèce d'audience d'une vingtaine de personnes. Il y a un mec qui venait me voir qui me dit, Frédéric, ça a l'air super intéressant ton truc. Moi, je suis très intéressé. Tu viens chez moi, il faut que je licencie 2000 personnes. C'était à la tour de la Société Générale à la Défense à Paris. Et je dis, écoute, moi, je suis pas là pour virer les gens. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas virer les gens, et ensuite, quand tu auras besoin de monde pour faire plus, là, je pourrais te venir. mais tu as des gens sous couvert de lean qui font ces missions. Et eux, ils vont dire, grâce à la mission lean, on a viré 20% des personnels, quoi. C'est terrible. Ouais, ça c'est vrai que ça va être notre deuxième, tu vois, on va lancer le premier mouvement, descendez les escaliers, et le deuxième, lean ne veut pas dire licenciement. Lean ne veut surtout pas dire licenciement, si tu veux. Le principe japonais du Kaizen, c'est pas du tout ça, hein, parce que le japonais travaille toute la vie dans la même usine. Donc le Kaizen, c'est vrai qu'au Japon ils sont, ouais. On améliorait les conditions de travail, et ensuite quand le chef il disait que l'opérateur peut commencer à faire ce qu'il fait lui. Et tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Si lui le fait, moi j'aurais plus besoin de le faire, je pourrais faire autre chose. Si tu poses la question en français et tu dis, non, il faut surtout pas qu'il le fasse lui, sinon je perds mon job. Ouais. Grosse différence d'état d'esprit. Hein. Très compliqué culturellement, ouais. Culturellement très compliqué. Top. Est-ce qu'il y a une dernière chose que t'aimerais nous transmettre sur le lean avant que je te pose mes dernières questions qui vont clôturer ce podcast? Alors, ça, je t'ai déjà dit. Je t'ai parlé du directeur qui doit descendre en usine. Je t'ai dit amélioration des conditions de travail. Les difficultés. Tu me posais la question des difficultés dans les usines. Yes, moi j'adore ça. Les échecs. Alors effectivement, tu vois, même quand tu transmets ta connaissance, ton savoir auprès des équipes, tu te rends compte que il faut un peu revenir de manière sporadique, régulièrement. Tous les 6 mois ou tous les ans pour faire un petit audit rapide, voilà comment ça se passe, parce qu'en fait les gens ils ont tendance à tomber dans une espèce de train-train quotidien et de perdre la vision d'amélioration continue. Ouais, l'amélioration continue c'est un combat sans fin. Ouais, c'est un combat sans fin. Alors il faut que tu trouves des méthodes pour que les personnes changent de poste, ou qu'on fait des espèces d'audits croisés par des collègues d'autres usines qui viennent voir comment ça se passe dans la tienne. Donc la difficulté, c'est de maintenir la démarche. Et pour maintenir la démarche, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc une espèce d'équipe centrale qui maintienne la démarche, qui fasse des choses, des célébrations, des prix, des audits. Sinon, ça tombe en désuétude, je pense.
Intéressant, ça. C'est vrai que c'est bien. Ça, c'est un message. Je pense qu'on aura jamais assez lieu de le dire. C'est le lean, c'est pas une mission une fois, quoi. C'est je me mets dans un nouvel état d'esprit et de temps en temps, j'ai besoin de m'y retourner dedans parce que forcément, c'est un peu comme quand on commence un régime. Hein. Au début, on est super strict, puis après, on fait un peu plus d'écart. Et il faut se remettre le nez dedans et continuer ses efforts, quoi. Et c'est complètement humain le fait de tomber, d'avoir tous ces travers. Et pour éviter ça, c'est assez facile en fait. Hein. Il suffit que tu appelles des collègues d'autres sites ou tu fasses venir un consultant externe pour faire un audit pour voir comment ça se passe. Il te pose des questions bêtes. Hein. Mais je pense qu'il faut maintenir un peu un regard extérieur. Ouais. Soit par des consultants, soit par des personnes d'autres sites, soit des personnes d'autres boîtes, tu vois, qui font du lean. Yes, trop cool. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi. Est-ce que tu aurais une vidéo, un bouquin, une présentation, même un post LinkedIn, je sais pas, quelque chose à recommander à nos auditeurs, à écouter, à lire, à voir? Moi, j'ai posté un article sur LinkedIn récemment sur le lean, donc pourquoi pas. Après, moi, j'ai plein de bouquins sur le lean. Hein. Ton préféré, du coup, le top 1 que tu recommandes? Moi, j'ai bien aimé l'optimisation sous contrainte. Je crois que c'était ça le titre du bouquin. C'est la théorie des contraintes où tu te dis que finalement, même quand tu as fait du lean, il y a des choses, si tu as oublié un endroit où ça bloque, ça sert à rien de faire du lean partout ailleurs, il faut voir le point névralgique. Je vais te retrouver le titre du bouquin et je te le donnerai. On le mettra en description du podcast et quand on publiera sur LinkedIn. Et du coup, pour clore, à chaque fois qu'on finit, la dernière question du podcast, c'est toujours du coup, j'ai passé 40 minutes à te poser des questions. Est-ce que toi, tu en aurais pas une pour moi? Écoute, Arnaud, moi je connaissais pas Déclic. Je sais pas ce que vous faisiez. Et souvent, moi, dans l'émission Lean, j'ai du mal à récupérer les données pour voir comment ça se passe sur une étape ou sur un processus. Ouais. Et là, en fait, on a exactement ce qu'il nous faut parce que moi, je suis pas pro dans la récupération des données, je suis plutôt pro pour la suite. Ah oui, son métier, c'est d'aider, c'est d'accompagner. Voilà, donc je prends des données et j'aide les gens à s'améliorer. Et très souvent, j'ai pas de données parce que extraire des données d'un système d'information, c'est compliqué. Donc, je fais des données sur la base de déclaration des personnes. Du type, je dis n'importe quoi, c'est un processus de 5 étapes. Tu me dis quand tu travailles, la première étape, combien de temps tu as mis à le faire. Tu l'enregistres dans un fichier Excel. Quand tu passes à la deuxième, tu le fais. Ou pareil, quand t'es dans une usine, quand la machine s'arrête, tu le notes sur un papier. Ouais. Mais les gens d'usine, ils n'ont pas le temps, quoi. Donc, c'est très compliqué, en fait. Et j'ai cru comprendre qu'avec Déclic, c'était très simple. Oui, c'est des choses qu'on a mis en place simplement nous. Il y a juste à cliquer sur un bouton. Donc la question c'était est-ce que vous exploitez les données que vous enregistrez? Non, nous c'est pas notre métier. D'accord. On est des collecteurs de données. Si on devait définir un métier, nous on fournit un outil. On fournit l'outil Lean pour les usines, mais on fournit un outil qui va collecter les problèmes, qui va quantifier. On met à disposition ces données, tu vois, directement par email ou sur un tableau de bord, tu vois, sur Internet. Mais nous, on n'est pas des pros de l'amélioration continue comme vous. D'accord. C'est nos clients qui utilisent ces données pour prendre des actions. Tu vois, là, j'ai un cas très simple, un cas d'usage très simple de là où nous on s'arrête et là où ce que fait le client. On a un client qui fait du conditionnement pour des produits chimiques, mais il fait de l'embouteillage pour des produits chimiques. Ouais. Il y avait un problème sur la ligne, il y avait des bouchons qui étaient de travers à chaque fois. Et quand le bouchon était de travers, la machine se coinçait. L'opérateur, il fallait qu'il remette le bouchon et relancer la ligne. Ce bouchon, il se mettait de travers. Pourquoi? Parce que la machine, elle est vivante. Quand tu fais, je sais pas combien de centaines de bouteilles à l'heure, je crois, ou je sais plus combien, forcément, ça bouge. Donc, la maintenance doit venir régulièrement, resserrer, remettre, etc., machin. Sauf que la maintenance, tu vois, elle a tant d'hommes disponibles pour faire la maintenance sur toutes les machines de l'usine. C'était un gros site en plus. Et elle avait que je sais pas combien d'heures allouées sur cette machine, elle pouvait pas faire plus. Et eux, ils demandaient à ce qu'il y ait plus d'heures allouées parce que la machine, elle était trop souvent à l'arrêt à cause de ce problème de bouchon.
C'était impossible à compter, en fait. Parce que ça arrivait trop souvent. Je me souviens, on a mis le bouton. Le matin, je suis allé mettre j'étais venu voir cette usine, c'était au début, le matin, je mets le bouton, le soir, je suis à l'aéroport dans l'avion, je regarde les données, déjà 50 appuis dans l'après-midi. J'appelle mon client un peu en panique parce que je pensais qu'on avait fait, qu'il y avait un problème. Et il me dit non, tu vois, regarde, je t'avais dit qu'on avait un gros souci à cause de ça. Et 3 mois après, il nous a rappelé. Tu vois là, nous, notre métier s'arrête là. On a collecté des données pour lui pendant 3 mois. Et 3 mois après, il nous a rappelé, il nous a expliqué, il nous a dit voilà, on a collecté les données grâce à des clics. Moi, j'avais les tableaux de bord. Je les ai montrés à la maintenance, qu'on a mis aussi dans la boucle des problèmes pour qu'ils voient le constat de la situation. On a chiffré ensemble le nombre de bouteilles qu'on ne pouvait pas produire à cause de ça. Ça nous a donné un budget et on est allé présenter ce budget à la direction avec la maintenance pour que la maintenance puisse prendre des ressources en intérim supplémentaires pour passer plus d'heures sur la machine. Et grâce à ça, ils ont gagné 10 points de performance. Super. Non, mais c'est clair. Non, mais ça veut dire qu'on est complètement complémentaires, Arnaud. Totalement. Nous, on est un nouveau maillon de la chaîne, mais on vient aujourd'hui, et ça c'était très important pour moi, on vient remplacer le métier de personne. Et on compte justement sur des gens comme toi, fans de Lean, passionnés par ça, qui ont, tu vois, les bonnes pratiques, tout ce que tu viens de nous expliquer, pour venir utiliser nos données et d'autres, pour mettre en place et changer le cœur des hommes, si je puis dire. C'est parfait. On va faire une belle histoire. C'est clair. Et puis il y en aura d'autres. Je te remercie beaucoup, Frédéric, d'avoir participé. Et puis je te dis du coup à bientôt, sûrement pour d'autres aventures Lean. Merci beaucoup, Arnaud. Bonne journée. Bonne soirée à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr, declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.